Donc il y a le plaisir, après il y a la confiance. Et si vous avez la confiance de votre entourage proche, parents, conjoints, conjointes, les meilleurs amis, l'entraîneur, ben vous savez que vous pouvez reposer sur ces personnes. Ces personnes, certes, vous diront quelquefois des choses qui sont désagréables, mais ils sont toujours là, ils sont toujours derrière vous, et puis ils veulent toujours votre bien en tant que personne. Et si vous arrivez à capitaliser sur ces deux éléments-là, je pense qu'après vous arrivez à aller très loin, vous faites fi de certains échecs, parce que le but final n'est pas la victoire ou la défaite, le but final est le développement de soi-même. Bonjour Sergueï, Bonjour, comment ça va? ça va bien, merci. Je repose la question peut-être. Comment allez-vous réellement? Mais réellement, je vais très bien. Pourquoi? Parce que j'ai la chance de pouvoir faire plein de choses variées dans ma vie. J'ai la chance de pouvoir faire ce que je choisis. Je crois que c'est un grand privilège que j'ai. J'en suis fort reconnaissant. Il va de soi que des fois, il y a des jours qui sont un petit peu plus longs et difficiles que d'autres. Mais dans l'ensemble, je vais réellement très bien. Très bien. Et j'aimerais donc qu'on commence aujourd'hui et qu'on fasse ensemble une rétrospective et qu'on revienne une quarantaine d'années en arrière. Votre mère est née en Afrique de l'Est et votre père en Suisse. Pour ceux qui ne se savent pas, donc l'Afrique de l'Est, en Afrique de l'Est, il y a le Burundi, hein, les Comores, Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda, et ta maman est née au Kenya. C'est bien ça? C'est juste, vous D'accord. avez bien résumé en tout cas l'Afrique de l'Est. C'est vrai que si on fait un focus encore un petit peu plus précis, c'est principalement Éthiopie, Kenya, Tanzanie. Ma mère est née au Kenya, mon père est un Uranais, donc comme il le disait très souvent, un primitif. C'est comme ça qu'on nomme un petit peu les gens de Suisse centrale, et il est très fier parce qu'il dit que c'est lui qui a fondé la Suisse, puisque c'est Uri Schwitz et Unterwald qui ont été les créateurs de notre confédération helvétique. Mais c'est vrai que c'est un mélange assez atypique, surtout, comme vous le dites, si on revient 40-45 ans en arrière, il était peut-être pas forcément, j'ai envie de dire, naturel ou presque logique de ramener une personne d'un pays tel que, ou d'un continent tel que l'Afrique. Et c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez spécial, ça a été quelque chose aussi quelquefois de difficile, mais d'extrêmement intéressant et enrichissant. Et quand je vois l'histoire de mes parents, comme elle s'est créée aussi, et par le parcours de vie, si on veut, autant de ma mère que de mon père, voire même de ma grand-mère maternelle, c'est assez intéressant de voir qu'au fait, on peut rencontrer des personnes sur cette planète et avoir des mélanges qui permettent de créer certaines, on va dire, valeurs ou plus-values fort intéressantes. Donc, par rapport à ce que tu me dis, l'héritage que tu as eu donc, avec ta maman qui est née au Kenya et ton père en Suisse, est-ce que cette histoire et cet héritage ont-ils participé, lorsque vous étiez enfant, à construire en fait ce tempérament persévérant? Il va de soi que le parcours de chacun de mes parents est un parcours, et je me permets de le dire ainsi, peut-être atypique quand même. Il faut savoir que mon père a commencé à travailler à l'âge de 14 ans, il était dans la photographie. À 32 ans, il a eu marre de ce métier, donc il s'en est allé. Il est parti en Afrique de l'Est, en Tanzanie, pour étudier à l'université de Dar es Salaam, où il a appris le Swahili en 6 mois, qui est la langue nationale du Kenya, entre autres, pour pouvoir justement être en contact et en connexion avec la population. Et c'est là qu'il a rencontré ma mère, qui était réceptionniste dans un hôtel, et puis ils sont revenus après. Donc c'est vrai que peut-être à l'époque d'avoir le courage de changer de métier à un âge, j'ai envie de dire moyen, aujourd'hui 32 ans est jeune, mais il y a 40 ans en arrière, c'était peut-être un petit peu différent, et quand même quelque chose de spécial. Est-ce que ça a une influence sur mon caractère en tant que sportif? Peut-être. Ce que je sais, c'est que d'un point de vue tout simplement de l'éducation entre un parent et un enfant, mes parents ont toujours soutenu toutes les décisions que je prenais, ils m'ont toujours encouragé à faire ce que j'aimais faire. J'ai toujours eu, et très jeune, le rêve de vouloir participer aux Jeux Olympiques et, si possible, d'être champion olympique. Et au moment où j'ai évoqué, on va dire, verbalement ce rêve-là, il n'y a jamais eu une remise en question de cet aspect-là. Et je pense que c'est plutôt un aspect de confiance, confiance en ses enfants, de leur donner
l'envie de vouloir réaliser leurs rêves, qui m'ont été fortement bénéfiques et qui m'ont permis de pouvoir réaliser ce que j'ai pu réaliser d'un point de vue sportif, plus que le mélange des cultures. D'accord. Donc c'était plus un cadre en fait dans lequel vous étiez à ce moment-là et Alors moi, je le mettrais plus dans un cadre que l'on m'a apporté. Il va de soi que les deux cultures sont fort intéressantes. On a plutôt le stéréotype, quand on est suisse, d'être carré, à l'heure, ordré, structuré. Je pense que c'est une approche qui est en partie vraie, mais pas que. Pour refaire référence à mon côté paternel, c'était quelqu'un de travailleur, mais de très créatif, très ouvert à la nouveauté, à la découverte. On a plutôt l'habitude du côté africain, une forme de laisser-aller, quelquefois un peu un manque de discipline, ou plutôt un fort relâchement, l'envie plutôt de faire plaisir. Il y a plutôt des fois ces allusions au fait que ce sont des personnes qui ne sont pas des leftos, etc. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller en Afrique, mais moi, la dernière fois que j'y étais, puis que j'ai eu la chance d'atterrir, ou la malchance, chacun peut l'interpréter comme il veut, à 3-4 heures du matin, quand vous voyez le nombre de personnes qui sont bord de la route pour pouvoir aller travailler, les enfants qui courent pour pouvoir se rendre à l'école, certaines femmes qui ont des litres d'eau sur la tête pour pouvoir ramener de l'eau potable à la maison, je crois qu'on ne peut pas parler d'un continent ou d'un pays qui fait preuve, on va dire, d'une certaine forme de laisser-aller, bien au contraire. Donc là, il y a certains stéréotypes que l'on a, mais c'est vrai que ces différentes approches et cultures m'ont servi. J'ai appris la résilience, j'ai appris le travail, j'ai appris l'honnêteté, j'ai appris aussi à encaisser des échecs, à accepter que ça va pas toujours comme on veut. Et j'ai principalement appris à travailler beaucoup plus que la moyenne, parce que très tôt, principalement mon père m'avait dit si je voulais être ou avoir une forme de succès, je devais travailler 2 fois plus que la moyenne. Donc, ce sont plutôt ces éléments-là qui m'ont été inculqués plus que le fait que on provienne de deux cultures différentes. avant de faire donc du judo, vous avez commencé donc par la danse classique. Dans le contexte de l'époque, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sport? Et puis ensuite, comment ce choix a été reçu par vos parents et votre entourage? Alors, c'est vrai que dès 8 ans, j'ai assez rapidement commencé à faire plusieurs disciplines sportives parce qu'aujourd'hui, on m'aurait mis dans la case des enfants hyperactifs. On m'aurait très vraisemblablement donné de la Ritaline. Je suis fort heureux que mes parents, un, étaient plutôt contre la médicalisation, on va dire, pour des problèmes que l'on peut solutionner d'une autre manière. Donc la solution était pour pouvoir trouver ce juste milieu, que j'aie un équilibre, de faire pratiquer des disciplines sportives. Donc dès 8 ans, j'ai pratiqué chaque jour une discipline sportive différente. Pourquoi j'ai commencé la danse classique? Au fait, c'est relativement simple. Ma sœur, qui est 1 année et demie plus jeune que moi, faisait de la danse classique. Et puis je me suis dit, ça peut être sympa d'être là-dedans. J'avais aucun a priori, aucun jugement que l'on pourrait avoir ou que l'on aurait pu avoir à cette époque. C'était plutôt un sport destiné, on va dire, à la jante féminine. Et j'y suis allé, le cœur assez léger, jusqu'à ce que, dès que j'allais à l'école et que les gens aient pris connaissance de cette activité, j'ai subi des critiques, des attaques, en me disant très clairement que c'était une discipline qui était plutôt destinée aux femmes, alors que je ne le voyais pas comme ça. Mais c'est vrai que je me suis assez rapidement laissé influencer par cette pression sociale et sociétale, que je regrette d'ailleurs aujourd'hui. Mais mes parents ont fait preuve de discipline. Ils m'ont clairement dit, quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Alors, j'ai aussi pu constater que pour eux, peu importe quel sport on pratiquait, peu importe quel était le regard de la société sur ce sport, je devais faire preuve d'une certaine rigueur et si je m'étais engagé, de prendre la responsabilité d'aller jusqu'au bout. Donc, j'ai dû pratiquer ces disciplines sportives jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, ça peut paraître long, mais avec le recul, je leur en suis extrêmement reconnaissant. Parce que ça m'a permis de diversifier mes différentes activités sportives. Et par rapport à la danse, ça m'a permis d'avoir une excellente orientation du corps dans l'espace, une excellente tenue du corps dans l'espace. Puis bon, bah, bien entendu, tout ce qui est lié à la souplesse. On faisait des tests de souplesse au niveau de l'équipe suisse de judo, sans forcément que je sois un grand adepte du stretching et autres, donc tous ces mouvements qui permettent d'améliorer la souplesse, j'étais toujours celui qui était le plus souple. Donc ça, c'est un petit peu les restes de ces disciplines. Mais c'est vrai que j'ai arrêté à 15 ans de par cette pression. Et puis bon, bah, bien entendu, parce que j'avais aussi un intérêt nettement plus poussé à vouloir me lancer à 100% dans le judo. Mais si c'est à refaire, je pense que c'est avec plaisir que je referai ça un petit peu plus longtemps. Donc vous êtes médaillé olympique, hein, mais avant ça, vous avez eu plusieurs expériences. En Suisse, donc on parle d'échecs.
Dans les pays anglo-saxons, on parle beaucoup plus d'apprentissage. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté persévérant tout au long en fait, de votre parcours? Et voilà, comme lors de vos 2 premières participations aux JO. Et comment avez-vous fait aussi pour utiliser cette force de l'apprentissage pour avancer? Et sans jamais réellement arrêter au final jusqu'à arriver à cette médaille? Bon, c'est une bonne question. Vous avez parlé d'échecs. C'est vrai que c'était des échecs qui étaient durs. Peut-être ma première participation au jeu, l'échec a été plus facile à digérer parce que j'étais dans une position d'outsider. 4 ans après, quand j'arrive au jeu d'Athènes, je suis double champion d'Europe, je suis vice-champion du monde, je suis dans le top 3 mondial au niveau du ranking. Il y a toujours ces bookmakers qui font les pronostics pour savoir qui sera médaillé ou pas. J'étais souvent mis sur le podium. Donc c'est vrai que là, quand il y a eu un échec qui était assez retentissant, c'est compliqué à digérer. J'avais une étiquette de loser, il fallait essayer de sortir de tout ça. Ce que j'ai remarqué, c'est que à aucun moment, même après cette défaite, j'avais envie d'arrêter mon sport. J'aimais profondément mon sport. Puis pourquoi? J'ai essayé de comprendre pourquoi j'aimais profondément mon sport, malgré le fait d'avoir pris 2 claques. Je l'aimais parce que c'est là où j'arrivais à m'épanouir, c'est là où j'exploitais à 100% mon potentiel, qu'il soit physique, psychologique, relationnel, hein, parce qu'on était très souvent à l'étranger avec toute une équipe, donc on apprenait à se connaître, on apprenait sur soi-même. Mais c'est vrai que le résultat, il ne suivait pas, puis c'est quelque chose qui reste assez ancré en soi. Donc, le fait que j'ai adoré ce sport, mais que je n'avais pas le résultat, me mettait dans une situation un peu compliquée. Et j'ai eu des doutes. Et là aussi, je me suis à nouveau retourné vers mes parents, où je leur ai dit, mais moi, j'aimerais bien continuer. J'ai 29 ans, j'arrive à la fin de ma carrière, c'est un peu compliqué. Puis il y a eu une seule phrase où ils m'ont dit, mais si tu penses que tu n'es pas allé au bout de ton histoire, bah, va jusqu'au bout, tu auras notre soutien. Et puis ça a été le déclencheur pour tout le reste. Et j'ai continué à travailler là-dessus. Maintenant, je le dis très ouvertement, avec beaucoup de plaisir, mes plus belles victoires ont été ces 2 échecs. C'est là-dessus que j'ai pu capitaliser, construire, garder un esprit, on va dire, ouvert, vouloir apprendre au quotidien. Mais c'est vrai que c'est dur. Dans notre société en Suisse, c'est dur parce qu'on met plutôt les gens qui ont de l'échec de côté. Alors que je pense que c'est la meilleure école de vie et d'apprentissage pour pouvoir aller de l'avant. D'accord. Et qu'est-ce que vous diriez aux personnes aujourd'hui qui passent justement par ces étapes-là, que ce soit dans le sport ou ailleurs? Quelle est un peu qu'est-ce qui a fait la différence en fait à ce moment-là entre vous et une personne qui aurait dit bon bah non, finalement je vais pas aller de l'avant. Quel a été l'élément? Est-ce que c'était multifactoriel, multidimensionnel? Quels ont été les éléments déclencheurs ou les éléments au fur et à mesure qui ont fait ça? Bon, je pense qu'il y en a plusieurs, mais il y a un élément principal pour moi, c'est la notion du plaisir. J'ai eu la chance de ne pas avoir des succès tout de suite. Donc j'ai dû attendre pour pas avoir des résultats, tant au niveau national qu'après international, sans parler de championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux olympiques. Donc il y a un travail de fond et de base qui a été effectué. Et puis ce travail de fond et de base, il a été effectué par des gens qui ont toujours été bienveillants à mon égard. Bienveillants dans le sens qu'ils mettaient toujours l'humain au centre et pas l'athlète. Donc c'était d'abord l'humain, après l'athlète. Et si on met l'humain au centre, ça veut dire qu'il est important que l'athlète soit heureux, qu'il soit équilibré, qu'il soit en bonne santé. Et ces paramètres-là primaient par-dessus le tout, primaient par-dessus l'importance d'une compétition. Et quand vous avez ce socle, et que ce socle-là, il se met en place petit à petit, vous créez des fondations extrêmement stables. Le désavantage, selon mon point de vue, de travailler de cette manière-là, c'est qu'il faut du temps. Et s'il faut du temps, il faut aussi un petit peu de persévérance, donc il faut de la confiance. Ça, c'est le deuxième élément. Donc il y a le plaisir, après il y a la confiance. Et si vous avez la confiance de votre entourage proche, parents, conjoints, conjointes, les meilleurs amis, l'entraîneur, ben vous savez que vous pouvez reposer sur ces personnes. Ces personnes, certes, vous diront quelquefois des choses qui sont désagréables, mais ils sont toujours là, ils sont toujours derrière vous, et puis ils veulent toujours votre bien en tant que personne. Et si vous arrivez à capitaliser sur ces 2 éléments-là, je pense qu'après vous arrivez à aller très loin, vous faites fi de certains échecs, parce que le but final n'est pas la victoire ou la défaite, le but final est le développement de soi-même. Alors c'est vrai que quand on est jeune, c'est compliqué, hein. Quand vous avez 20 ans puis que vous êtes chaud patate, le but quand même c'est de gagner les médailles, quoi.
parce que c'est à ça que vous êtes jugé, vous pouvez aller frimer devant les copains, vous avez peut-être un petit peu d'argent qui tombe, vous avez l'impression d'être un peu une pseudo-vedette, mais c'est normal hein, maintenant, c'est normal. Puis avec le temps, quand vous prenez 2-3 défaites assez costauds, eh ben, il y a un moment ou un autre, vous vous dites, OK, il faut quand même que j'ai d'autres sources de motivation et d'autres paramètres qui me permettent d'avancer. Et ça prend du temps, ça prend du temps. Mais une fois que c'est en place, eh ben, vous faites fi des aspects, on va dire, superficiels, et après vous gardez une ligne et vous allez jusqu'au bout de votre histoire, ou jusqu'à ce que vous vous rendez compte, vous n'avez plus l'énergie de vouloir donner le 100% pour pouvoir continuer à développer dans un domaine spécifique. Et c'est des choses ensuite que vous-même, vous avez inculquées aussi, j'imagine, à vos enfants ou aux générations futures grâce à vos activités. Comment est-ce que vous faites justement pour inculquer ce type de valeurs ensuite et passer ce type de valeurs soit aux prochaines générations, soit aux gens qui vous entourent? Parce que je pense que le premier step, vous l'avez fait pour vous. C'est déjà un step qui est extraordinaire, hein. Très peu de gens le font pour eux. Puis ensuite, le step d'après, c'est un peu d'essayer de passer cette magie, si on veut. Comment est-ce que vous arrivez autour de vous à passer cela? Alors, je ne sais pas si j'arrive à faire passer la magie. Ouais. J'en sais rien, il faut demander à ceux qui me côtoient. Je serai jamais un bon entraîneur, parce que j'ai pas la patience. D'accord. Autant les gens, ils avaient énormément de patience avec moi, autant moi, j'y arrive pas. Je me rends compte, je dis les choses une fois, 2 fois, à la 3e fois, il faut que ça marche. Mais je pense que cet état d'esprit, il m'a été, ou je l'ai appris au cours de mes années dans le sport d'élite, qui fait que vous avez une forme d'approche qui est quelque peu extrême ou extrémiste. C'est-à-dire que c'est du 100% de tout pour pouvoir vraiment atteindre un objectif. Donc aussi faire preuve d'une certaine forme d'égoïsme. J'essaye d'inculquer ça à mes enfants, mais je dois toujours faire attention, pas d'aller au-delà de la ligne. Ça reste des enfants, ils ont besoin de temps, ils ont besoin de faire des erreurs, ils ont besoin de pouvoir s'amuser. Et c'est vrai que quelquefois je suis extrême. Ma femme me le dit souvent, elle me dit, mais oublie pas que c'est des enfants, on n'est pas en compète ici, Sergueï. Et c'est vrai que ça, j'ai encore de la peine aujourd'hui parce que j'ai construit toute ma vie, si vous voulez, sur une forme de combat. On a parlé de ma jeunesse. À l'époque, quand moi j'étais à l'école des métis, j'étais le seul. J'ai eu la chance dernièrement de pouvoir avoir une discussion avec des classes ou une école de Cheseaux où le 60-70% des élèves, c'est des métis. Donc depuis mon plus jeune âge, c'est un combat pour moi, c'est un perpétuel combat et c'est grâce à ça que je m'en sors. Au judo, j'ai dû me battre pour pouvoir y arriver. J'ai fini ma carrière, j'ai dû aller à l'université à 33 ans, c'est compliqué de se remettre sur les bancs de l'école. Ça a été un combat, c'était un combat vis-à-vis de moi-même, mais aussi d'une certaine manière le prouver aux autres. Donc c'est vrai que là, j'essaye d'inculquer aux gens qu'il ne faut jamais baisser les bras, ça c'est sûr, y compris au travail. Mais c'est vrai que c'est un juste milieu qu'aujourd'hui, je pense que je n'ai pas encore toujours trouvé. J'ai cet état d'esprit un petit peu de guerrier, et ça peut être mal interprété ou ça peut être pesant pour certaines personnes parce que vous arrêtez jamais. On dit souvent en fait qu'on est souvent l'héritage de nos parents, des anciennes générations. Cet esprit de guerrier, est-ce que vous le voyez aussi chez certaines personnes dans votre entourage? Est-ce que vous l'avez vu? Ou bien au contraire, non, c'était quelque chose, vous étiez un des pionniers avec ce type de tempérament au sein Non, de je la crois pas. famille? Ouais. Je crois que parce que bon, l'avantage qu'on a quand on vieillit, on arrive à mieux digérer puis à mettre dans les cases peut-être un petit peu certaines étapes de sa vie quand on est plus jeune. Je vous ai parlé au début de notre entretien de ma grand-mère paternelle. Ma grand-mère paternelle est née en 1911 et a vécu 104 ans. C'est une femme qui a mis au monde mon père seul. Donc vous imaginez en 1936, on ne parle pas d'aujourd'hui, en 1936, c'est un scandale qu'une femme éduque et mette au monde un enfant seul. Elle n'a pas pu accoucher de mon père dans le canton d'Oury, donc elle a dû se rendre à Genève pour pouvoir accoucher de mon père. Elle est revenue dans le canton d'Oury, l'église a voulu reprendre cet enfant parce qu'elle élevait seule mon père. Donc je pense que déjà là, il y a un petit peu un état d'esprit de guerrière de la part de ma grand-mère. Et c'est vrai que ça s'est transposé directement ou indirectement sur mon père. Du côté de ma mère, c'est un peu la même chose, hein. C'est une famille de 10 enfants, frères et sœurs, il faut se battre avec des aléas, etc. Donc oui, je pense qu'il y a une base dans ma famille qui est là. À titre personnel, c'est des valeurs de battant qui m'ont été inculquées, sur lesquelles j'ai capitalisé et construit et fait ma propre voie. Mais
je pense que vous avez raison, il y a une certaine base qui vient de notre famille, c'est certain. Donc vous me disiez tout à l'heure que vous étiez le seul garçon métis parmi le Mhm. groupe dans lequel vous étiez. Comment est-ce qu'on évolue dans ce contexte à cette époque? Et puis comment on se... Quel est un peu, quels sont vos repères en fait face Mhm. à cette singularité dans ces groupes? Comment est-ce qu'on se sent à ce moment-là? Et puis quel est le sentiment qu'on a en tant qu'enfant? On m'a souvent posé la question, hein, on m'a aussi posé la question, Saria, est-ce que tu as subi du racisme? Je suis pas naïf, hein. Il y a du racisme, c'est sûr. À titre personnel, j'en ai jamais subi de manière directe et frontale. Si ce n'est, mais je pense que ça c'est normal, les aléas quand on est à l'école, les enfants, ils lâchent des fois un mot qu'il faut pas lâcher ou quoi que ce soit. Après, on se demande toujours d'où ça vient. Un enfant, il n'a pas ça en tête. Donc, ce genre de choses, j'ai eu. Comment j'ai trouvé mes repères là-dedans? Bah, au fait, j'avais une solution assez radicale. Je tapais. Ah, d'accord. Et là, il me disait, ouais, le petit noir, le petit nègre. Mhm. Boum. Alors, ça m'a suscité quelques problèmes au niveau de l'école, avec les profs, etc. Parce que bah, j'essayais de me défendre, j'essayais de trouver ma place tant bien que mal, même s'il faut relativiser ses propos, mais c'était une manière pour moi de réagir, de montrer et d'exister. Petit à petit, ces situations se sont quand même répétées. Puis au fait, c'est le judo qui m'a permis de mieux trouver ma place là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, en ayant atteint un certain niveau, il a fallu trouver des arrangements scolaires pour que je puisse concilier au mieux le sport et les études. Et j'ai eu un directeur à l'époque qui a été, j'ai envie de dire visionnaire, parce qu'il a pris ses responsabilités seul, et il m'a fait un arrangement spécifique pour mon cursus scolaire. Et j'ai bien compris que si cette personne, respectivement ce directeur, faisait l'effort d'aller dans mon sens, je ne pouvais pas continuer dès qu'il y en a un qui avait des propos racistes à mon égard, lui mettre une tarte. Il y a un moment, ça ne tient pas la route. Donc dès ce jour-là et dès l'âge de 15 ans, je n'ai plus eu d'histoire ou de bagarre en lien avec ça jusqu'à aujourd'hui, donc 30 ans après. Euh, et je pense que quelquefois, même si je subissais des attaques, je sortais cette haine, cette rage sur ou pendant les entraînements. C'est ce qui m'a permis de sortir tout ça et de trouver une voie. Alors aujourd'hui, bien entendu, je ne subis pas ce genre d'attaque, il y a des discussions, on me sollicite là-dessus. Je pense qu'on a une problématique avec ça encore dans notre société, ce que je regrette. J'ai un fils qui a 4 ans, 6 ans, pardon. Il a subi des propos racistes, ça m'interpelle. J'essaie de comprendre pourquoi dans une société aussi mélangée que nous, aussi ouverte, on se retrouve encore à des enfants qui ont 6 ans, qui puissent tenir tels propos. Je n'ai pas toutes les réponses, il faut essayer de trouver des solutions, mais c'est un sujet aujourd'hui qui est ouvert et qui est délicat. Comment vivez-vous ces différentes facettes, si on veut, et puis la transformation, ainsi que la transition d'un point de vue aussi peut-être identitaire pour vous en tant que voilà, médaillé olympique, et ensuite avoir ces différentes casquettes et cette transition. Mais moi, je la vis extrêmement bien. Ouais. Disons que j'ai eu la chance de pouvoir arrêter ou décider d'arrêter quand je le souhaitais. Et ce n'était pas lié à une obligation, c'est-à-dire que j'étais soit blessé, soit une non-sélection par manque de résultats, ou une concurrence interne et puis un autre athlète qui était meilleur que moi. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire toutes les compètes que je souhaitais. J'ai eu la chance de pouvoir terminer ma carrière en, on va dire, en parachevant le dernier rêve que je voulais encore réaliser. Alors certes, je voulais être champion olympique, puis j'étais 3e, mais après il y a toujours des aléas dans la vie, mais j'ai enfin obtenu cette médaille olympique que je cours derrière depuis 12 ans. Donc ça a été assez facile pour moi de couper avec le sport d'élite et le sport de compétition. Et très rapidement, j'ai trouvé une autre voie. D'abord, c'était les études à l'université. Je vous parlais avant d'un combat, donc c'était nouveau, un combat qui commençait. Et j'ai eu la chance très rapidement aussi de trouver un métier dans lequel je pouvais m'éclater, en étant d'abord directeur du centre sportif des Villards, puis après en devenant responsable de la station, puis responsable de toute la destination. Et puis au fait, je m'amuse parce que tout d'un coup, il y a une opportunité en politique qui s'est présentée. J'ai essayé de la saisir. Je me suis dit, on essaye, on se lance. Là aussi, on peut défendre des valeurs, on peut défendre des intérêts, que ce soit le sport, que ce soit la société, etc., etc. Donc, j'ai pas un problème à m'identifier en tant qu'aujourd'hui responsable d'une entreprise, d'une PME qu'il faut gérer,
où j'ai des responsabilités assez élevées, en tant que politicien, pour essayer de faire avancer certains objets qui me tiennent à cœur, en tant que père de famille. Mais c'est vrai que cette médaille olympique me poursuit ou me suit un petit peu comme un fil rouge, parce qu'elle m'a donné un apaisement, parce qu'elle m'a permis de faire toutes ces autres choses avec beaucoup de plaisir. Je ne suis pas certain que j'y serais arrivé avec autant de joie, autant d'apaisement si je ne l'avais pas faite. Et ça, c'est quelque chose qui me pèse, parce que c'est malsain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre vie peut dépendre d'un bout de métal qu'on vous met autour du cou, et ça, c'est pas bon. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un travail. Alors, c'est assez facile, parce que je suis dans du bon côté, si on veut, mais on a besoin de faire un travail pour tous les autres jeunes athlètes qui font du sport de compétition, parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et tous ceux qui n'ont pas une médaille, on fait quoi avec eux? Ils ont réussi plein de choses, ils ont acquis plein de compétences. Et là, on doit travailler, on doit les aider, parce que sinon, on va faire des gens frustrés et c'est mauvais. Et là, ça me travaille, ça me poursuit, et puis j'essaie de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut trouver comme solution pour aider tous ces jeunes athlètes, parce qu'ils ont acquis plein de compétences. On parlait d'échecs, respectivement d'apprentissage, qui peuvent être utiles et qui feront du bien à notre société, on en a grandement besoin. Ouais. Ouais, c'est très juste, on voit beaucoup en fait, voilà, les champions olympiques, les personnes qui ont réussi, on oublie en fait, comme vous dites, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Quelle est vous un petit peu votre vision face à ça, face justement à ces jeunes qui ont parfois la même hargne, la même envie, Ouais. mais qui n'ont pas les mêmes résultats? Oui. Comment est-ce qu'on réussit à faire cette transition pour ces jeunes-là et si on veut un peu cette majorité un petit peu cachée, si on veut, du sport? Bah, c'est une bonne question. Moi, je pense, c'est ce que j'essaye à ma petite et humble échelle, de motiver ces jeunes justement à retrouver quelque chose qu'ils kiffent, pour parler bon français. J'essaie de motiver ces personnes à se lancer en politique, parce que c'est que par cette voie qu'on peut essayer de changer des structures d'accompagnement pour justement éviter qu'on se retrouve avec des personnes d'un certain âge ou plus jeunes qui sont frustrées et perdues. C'est souvent le problème dans le sport de compétition, c'est qu'on met toute son énergie, c'est des émotions et une intensité extrême, mais ça s'arrête très brutalement. Et après, il y a tout un processus sur lequel il faut qu'on travaille, qu'il faut qu'on les accompagne. Et là, il y a de grands manquements. Donc ça, c'est extrêmement important aujourd'hui de travailler avec eux, de communiquer. J'ai entre autres créé une association pour pouvoir justement aider ces jeunes, mais on doit les suivre. On doit les suivre parce qu'ils ont acquis plein de compétences. J'ai ma fille qui a 11 ans, qui fait de la gymnastique artistique, qui s'entraîne 6 jours sur 7. À 11 ans, elle est déjà organisée, elle planifie sa semaine avec ses devoirs, etc., sans qu'on lui dise quoi que ce soit. C'est des compétences qu'elle va pouvoir appliquer tout au long de sa vie. Mais ça, il faut qu'on les valorise. Et aujourd'hui, on a des manquements à ce niveau-là. Et ces jeunes qui réussissent pas, il y en a beaucoup, comme vous l'avez dit, ils ont l'impression qu'ils sont nuls, alors que c'est tout le contraire. Et c'est là où on a tout un travail de fond à faire, sur lequel j'essaye de trouver des solutions, des programmes ou des structures pour pouvoir les aider à les accompagner et qu'ils sentent que ce qu'ils ont fait est une plus-value. Et on arrive donc gentiment à la fin de notre entretien. Pour vous, quel est votre prochain combat ou qu'est-ce on peut vous souhaiter? Bon, déjà la santé, c'est le premier élément, parce que quand on l'a, on peut faire plein de choses. J'en ai plein de combats. Je sais pas. J'en ai plein. Vous voulez à titre personnel ou de manière professionnelle? Comme vous le désirez. Non, bon, allez, je vais vous le dire. J'ai jamais été bon en écriture. Et j'ai toujours eu un rêve d'essayer d'écrire un livre. Alors, je me suis lancé un peu dans cette aventure. C'est un peu un scoop, là, ce que je vous dis, parce qu'il n'y a pratiquement personne qui le sait, mais c'est pas grave. Je me suis lancé là-dedans. On va voir si je vais y arriver. Mais ça, c'est le prochain challenge. D'accord. Ben, on vous souhaite en tout cas, et je vous souhaite le meilleur pour ce prochain combat. Merci. Et je suis sûr que vous allez le mener de la meilleure manière comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Merci. Merci Sergueï. Merci.